toute la journée, il ne passe pas 30 minutes d'activité physique par jour. Et de même qu'on met sur les paquets de cigarettes fumer tue, moi je mettrais sur chaque chaise ou chaque canapé ce siège tue. Ça, c'est un élément essentiel. 4 enfants, et on va peut-être parler du golf tout à l'heure chez les enfants, 4 enfants sur 5 ne font pas le minimum requis quotidien qu'ils devraient faire, que ce soit à l'école ou en parascolaire. Donc, ça explique la flambée de diabète qu'il y a actuellement en France, et on est 10 ans de retard sur les États-Unis, mais on sera comme les États-Unis dans 10 ans. Ça explique le fait qu'un adolescent sur 5 est en surcharge pondérale. Ça explique que chez le tout jeune enfant, les capacités cardio-respiratoires, tout jeune enfant, c'est moins de 8 ans, tout jeune enfant, les capacités cardio-respiratoires ont diminué de 30% en 20 ans. Quand on leur faisait faire des exercices qui nécessitaient 3 minutes de tour de piste, etc., maintenant, ils mettent 4 minutes. C'est donc, et vous expliquez le rôle très important que le golf peut avoir, car c'est un exercice physique, mais également ludique, et d'autre part, il y a d'autres qualités sur lesquelles on va venir. Je viens de voir on vient de parler de la santé physique. La santé mentale, c'est exactement pareil. Si le golf est un moyen de se motiver, un moyen d'essayer d'améliorer sa performance, je vous parlais des compétitions tout à fait amicales qu'il peut y avoir, d'améliorer sa coordination. Certains ont fait des études, des psychiatres ont fait des études très sérieuses sur la green, sur le rôle du verre, si vous voulez, sur le caractère relax et un peu décontracté que l'on peut avoir pour lutter contre le stress. Eh bien, le golf est un élément considérable pour cela. Et puis, enfin, je pense que sur le rôle de santé sociale, c'est essentiel. Essentiel chez l'enfant, parce que, je vous le disais, c'est un sport. Un sport, ça a des règles, et ça a des droits, et ça a des devoirs. Et le golf chez le tout jeune, ça lui apprend des règles, ça lui apprend des devoirs, ça lui apprend une façon de vivre, une façon de se comporter, une façon d'être en société. C'est un sport individuel, mais qui se joue avec d'autres. Donc, c'est un sport qui, sur le plan social, arrive à former les enfants. Et c'est chez les enfants qu'on est le plus malléable et donc le plus formable et déformable. Chez les sujets âgés, je crois qu'il y a beaucoup de sujets âgés dans un certain nombre de nos clubs, eh bien, c'est également un lien social essentiel pour lutter contre la solitude et contre l'isolement, tout en restant de façon ludique et agréable et en faisant une activité physique. Et donc, ce rôle est absolument essentiel sur la santé sociale. Je ne parle pas de l'adulte, c'est un moyen fantastique de se faire des amis, c'est un moyen fantastique parfois même de faire des affaires, et donc c'est un lien social qui est également très très important. Donc globalement, je pense que dans le domaine de la prévention, le golf est essentiel à condition qu'il rentre dans un cadre plus global de prise en charge individuelle de sa propre santé. Et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas assez. Ils ont l'impression que le fait de faire un golf par semaine, ça les dédouane de toute autre chose et c'est bon pour mon moral, c'est bon pour ma santé, pour mon équilibre, bon, très bien, mais c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisamment bon pour sa santé si l'on ne fait que ça. Alors, est-ce qu'il faut faire une préparation physique comme Jean-Jacques Rivet va vous l'expliquer tout à l'heure? Est-ce qu'il faut faire un autre sport? Est-ce qu'il faut simplement monter 3 étages par l'escalier et non pas prendre l'ascenseur? Est-ce qu'il faut garer sa voiture un tout petit peu plus loin que d'habitude pour s'obliger à aller à pied acheter le pain, etc. Il y a tout un tas de façons, ce n'est pas uniquement du sport, mais il y a tout un tas de façons où il faut également faire de l'activité physique. Deuxième aspect, le golf est-il un médicament curatif? Eh bien là, Olivier Dubourg vous en avez parlé, je vous répète beaucoup mieux que moi, mais c'est évident et c'était absolument prouvé. Autant avant, quand quelqu'un avait un infarctus, on disait qu'il ne faut plus rien faire, il ne faut plus bouger, il ne faut plus ça. Maintenant, on comprend au contraire qu'il faut remuscler le muscle cardiaque, qu'il faut revasculariser ce muscle cardiaque. Et c'est un élément considérable dans le traitement. Et l'ordonnance du médecin devrait commencer par activité physique, pratique d'un sport,
pas violent, et le golf n'est pas un sport violent, c'est un sport d'endurance, non pas de résistance, et donc ça devrait être la première ligne de l'ordonnance du médecin. C'est également valable pour l'obésité et le diabète. Le diabète, c'est des diabètes de type 2, des diabètes d'obésité, eh bien là, ça a été maintenant bien affirmé par toutes les sociétés savantes, c'est le numéro un, c'est pas de prendre votre glucophage ou votre insuline, etc. Le numéro un, c'est de faire une activité physique. Et donc, le golf est une façon agréable, ludique, dans un cadre remarquable, de continuer à prendre en charge sa propre santé, et c'est un élément essentiel. D'autre part, c'est un élément à la fois curatif et préventif dans beaucoup d'autres pathologies, que ce soit les rhumatismes, ou avant, quand vous aviez mal au dos, on vous disait il faut vous mettre un corset, il faut surtout pas bouger. Maintenant, on a bien montré que lorsque vous avez mal au dos, eh bien, au contraire, il faut bouger. Et c'est en bougeant qu'on traite les lombalgies chroniques. Je ne parle pas du lumbago aigu qui existe comme ça. Et vous apercevez très bien que le golf est une façon d'éduquer les gens qui ont mal au dos. Ils apprendront très très vite qu'ils ont mal au dos, pas tellement pendant le swing, qu'ils ont mal au dos quand ils posent leur tee, quand ils vont chercher la balle au bout de leur trou, s'ils n'ont pas dans le trou, s'ils y arrivent et s'ils n'ont pas mis une ventouse au bout de leur putter, et quand ils puttent, eh bien, ils vont apprendre justement à verrouiller leur colonne et pour éviter d'avoir mal. Alors que le swing, la rotation se fait beaucoup plus dans les hanches et au-dessus de la charnière dorso-lombaire et que l'on peut très bien jouer. J'ai opéré un certain nombre de joueurs qui avaient à qui on a fait une arthrodèse, on a bloqué 2 vertèbres, et bien ils ont continué à jouer au même niveau, sinon mieux. Et Wood en est peut-être un exemple. Mais enfin, il aurait pu se dispenser d'autres petites interventions qui n'ont pas apporté grand-chose. Mais ça, c'est un autre problème. De même que la population parfois âgée de nos clubs montre qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prothèses de hanches, des prothèses de genoux. Eh bien, c'est une excellente rééducation et une excellente façon de continuer à faire une activité physique. Là encore, il y a tout un tas d'études qui ont été faites avec des prothèses de genoux sur le genou gauche, sur le genou droit, montrant si le drive a été diminué de 30 mètres, 40 mètres ou augmenté, etc. Il y a des études très amusantes et très, très savantes qui ont été faites là-dessus et montrant que ça ne pénalise absolument pas ces gens-là. Donc, le golf est également un moyen curatif et c'est un élément à bien prendre en charge. Ce n'est pas parce que j'ai ça que je ne peux pas faire de golf et je ne connais pas beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies, j'en connais plus recherche, je ne vois pas, qui empêchent véritablement de pratiquer le golf. Dernier point, le golf, c'est un médicament et les médicaments, c'est dangereux. Vous prenez un comprimé d'aspirine, vous pouvez faire un trou dans votre estomac. Vous prenez un antibiotique, vous pouvez faire une allergie majeure. Vous vous faites vacciner, vous ne risquez pas grand-chose, mais ça, c'est un autre problème. Eh bien, est-ce que le médicament est dangereux? Est-ce que le golf est dangereux? Oui, il y a des effets secondaires du golf. J'ai vu et opéré un certain nombre de golf elbow, c'est-à-dire d'épitrocléite, la partie interne du coude droit chez le droitier, ou de l'épicondyle, la partie externe du coude gauche. On voit tout un tas de pathologies de l'épaule, mais ce qui est très très intéressant, c'est que quand vous voyez des golfeurs professionnels qui font ça toute la journée, qui s'entraînent toute la journée, ils n'ont pas ces pathologies. Et ces pathologies, elles sont chez le sportif, le golfeur de loisir. Ça veut dire en français que qu'il l'a pas volé et que c'est dû à un mauvais geste technique. Et ça, la prévention de ces side effects, de ces effets secondaires du golf, c'est essentiellement un bon geste technique. Et les mauvais gestes techniques vont provoquer ces lésions. Je vous dis essentiellement des coudes, essentiellement de l'épaule. Il y a également une petite pathologie au niveau du poignet avec des petites fractures de l'os crochu, enfin des choses comme ça. C'est déjà beaucoup plus rare. Mais toutes les lésions que j'ai vues, c'est essentiellement au practice. Et quand les gens reprennent, il ne faut surtout pas qu'ils fassent trop de practice, parce que le practice, c'est souvent sur une zone dure. On tape très très fort, on ne va pas chercher les balles. On tape des grands coups, alors que quand vous jouez au golf, eh bien, la moitié des coups, c'est du putting, ou c'est du wedging, des petites approches, des choses comme ça.
Donc, le practice est un élément très dangereux si on ne l'utilise pas très bien, parce qu'en une demi-heure, vous allez taper autant de balles que vous aurez tapé en 2 heures ou 3 heures. Vous n'aurez pas laissé respirer vos tendons, laissé respirer vos muscles. Vous aurez fait des gestes souvent très brusques, très répétitifs, toujours le même, et alors que ce n'est pas le cas quand vous faites une partie. Et donc, lorsque vous reprenez, ils reprennent après une certaine arrêt ou pathologie, il faut faire du practice, il ne faut pas aller labourer le terrain tout de suite, mais il faut faire très attention et modérer cette pratique aussi bien dans la quantité que dans le temps. Donc, pour se résumer, c'est un médicament préventif tout à fait remarquable et pas uniquement sur l'activité physique, mais également mentale et sociale. Ça, c'est un élément très important. Ça joue sur le bien-être, ça joue sur la qualité de vie, à condition que ce soit entouré par toute une hygiène de vie. Ça a également un effet curatif. Ça a quelques effets secondaires, mais qui sont très, très minimes par rapport aux bénéfices. Et je pense que ce discours, il faut le tenir essentiellement chez les sujets jeunes. C'est eux qui sont, je vous dis, le plus formable et le plus déformable. Et un enfant qui bouge, c'est un adulte qui bougera. Un enfant qui golfe, c'est un adulte qui golfera. Et donc, il sera en bonne santé, indépendamment du fait que ça vous fera des recrutements de membres dans vos clubs pour plus tard. Donc, je pense que, je suis certain que Pascal Grézeau et la Fédération est d'accord avec ça et agit là-dessus, il faut essentiellement agir dans ce cadre de sport santé sur les jeunes et je dirais même les très jeunes. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu mais je pense que c'est l'enthousiasme de la jeunesse, mais je pense qu'il y a sûrement plein de questions qu'on peut peut-être faire maintenant ou après le topo de Jean-Jacques. Bien, Gérard Saillant, merci. Moi, je voulais, donc là, j'avais une question, mais vous avez en partie répondu. Est-ce qu'on peut accorder effectivement au golf certains bienfaits psychologiques? C'est-à-dire, on voit très bien, nous vivons tous une période actuellement où le stress est de plus en plus présent. Et je pense qu'effectivement, le fait donc, de pratiquer le golf, généralement, on est toujours dans des lieux calmes, apaisants, dans des contextes, je dirais, de certains plaisirs. Donc, est-ce que selon vous, alors, on peut accorder effectivement… Il y a un psychiatre qui s'appelle Raphaël Gaillard, avec qui j'avais fait une présentation pour la Ryder Cup à Paris sur justement l'intérêt du golf et qui expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est un déstressant absolument majeur, aussi bien par le cadre dans lequel ça se passe, aussi bien par le cadre dans lequel ça se passe, et c'est un élément très important, que en raison de la durée de l'effort que l'on fait pendant les 3 ou 4 heures du golf, que les réflexions que l'on peut avoir pendant le golf. Alors, on réfléchit là encore au coup qu'on a bien de faire, il ne faut pas trop y réfléchir, ce n'est pas bon, au coup qu'on va faire, mais ça donne l'occasion également absolument de se déstresser. Il faut bien entendu, et ça devrait être obligatoire, couper son téléphone et ne pas l'avoir dans son sac. Ça encore, c'est un élément déstressant très important. Il n'y a pas beaucoup de moments dans la journée où vous êtes 4 heures sans votre téléphone actuellement. Alors, rien que ça, ce sont des détails qui font que le golf est un élément tout à fait déstressant. Et puis, on se fixe un objectif, je vous dis, on se fixe de battre le parcours, de battre son recours, d'améliorer son geste sur telle ou telle chose. Et donc, ça, c'est un élément très déstressant par rapport à la vie quotidienne ou la vie familiale que l'on peut avoir. Très bien. On a quelques questions, Jean-Franck? Oui. Est-ce qu'on les pose maintenant? Oui, allons-y, tant qu'on est sur le sujet. Alors, on avait une question de Claude Rousseau du golf de Biarritz qui demandait quel avenir physique pour Bryson DeChambeau? Mais j'en sais rien. Moi, on a tous vu sa transformation physique, où il est passé de quelqu'un d'extrêmement grand, extrêmement sportif, musclé, à quelqu'un de très, très musclé et pas loin de quelques kilos de graisse en plus. Je pense que dans la mesure où, je vous le disais, plus vous êtes physique, plus vous êtes technique, moins vous sollicitez votre physique. Plus vous sollicitez votre physique,
plus vous risquez d'avoir d'ennuis. Et donc, je pense, mais je ne suis pas prophète, que très certainement, il aura des petits ennuis physiques. Et même Wood, qui avait une technique extraordinaire, mais un physique, la façon de jouer, la rapidité avec laquelle il jouait, la force avec laquelle il jouait, il y a eu quelques petits problèmes. Donc, je pense qu'il se prépare peut-être de mauvais jours, mais je me trompe, j'ai une chance sur deux de me tromper. Hein. Mais a priori, il y a un juste milieu à respecter, là encore. Le golf, quand vous voyez le golf professionnel, je suis très investi dans le sport automobile, c'est exactement pareil. On est passé des gentleman drivers des années 70, où en polo Lacoste on allait courir, ou à peu près, en Formule 1, à une préparation physique ahurissante, extraordinaire, où les gens prennent 15, 20, 30 G dans les virages. Donc c'est fantastique. Le golf, c'est exactement pareil. On est passé de certains qui arrivaient sortant de leur voiture et se mettant à jouer, à des gens qui ont une préparation physique considérable. Donc il y a un juste milieu à trouver. Le Chambaud va peut-être un peu trop loin. Très bien. Autre question de Denis Fabre qui se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas judicieux que les médecins puissent prescrire le golf à certains de leurs patients? Eh bien, vous savez qu'il y a eu une loi faite par Valérie Fournéron pour la prise en charge par l'activité physique des maladies tertiaires, c'est-à-dire du diabète et des choses comme ça. Et on se bagarre beaucoup. Je suis président d'un collectif qui s'appelle Pour une France en forme, où on veut faire une grande cause nationale. Et beaucoup de sports sont effectivement prescrits par les malades, prescrits par les médecins. C'est un problème complexe et pour lequel il faut avoir une éducation du médecin. Le doyen de faculté que j'ai été, je peux vous dire qu'on n'a pas assez joué ça. Une éducation ensuite des clubs qui sachent prendre en charge des gens qui ne sont pas sportifs au départ et comment les adapter avec des appâts et autres, et adapter tout ça. À Biarritz, dont Claude Rousseau fait partie, on a créé une association Biarritz Sport en Forme où il y a actuellement plus d'une centaine de médecins qui prescrivent des activités physiques. Et le golf, bien entendu, en fait partie. Alors, il n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour demain, mais ça doit faire partie du 4e P dont je vous parlais, de la participation et de l'aspect personnalisé de la prévention des lésions. Absolument. Très bien. Est-ce que nous laissons la parole à Jean-Jacques Rivet pour rentrer un petit peu plus dans la technique et le bon geste de golf pour pallier à toutes ces lésions possibles? Allons-y. On fera les questions à la fin. Jean-Jacques, très bien. Oui, donc déjà, je vais rebondir sur tout ce que Charles Saillant donc, a dit, et avec le rôle du golf en tant qu'activité physique, mais avant tout, la relation avec la compétition. Parce que globalement, on voit quasiment deux types de golfeurs. On a le golfeur qui vient prendre du bon temps sur un parcours, et c'est tout aussi intéressant, mais on voit quand même la grande partie des personnes que l'on voit sont des personnes qui ont envie de performer, de pouvoir jouer avec le parcours et de pouvoir avoir un aspect compétitif qui est l'attrait du golf et de la plupart des membres aussi qui viennent s'inscrire dans un resort de golf. Mon travail consiste à comprendre et à travailler sur la biomécanique. Déjà, qu'est-ce que c'est que la biomécanique? La biomécanique, c'est l'étude des forces qui interviennent au sein du corps et à l'extérieur du corps. C'est-à-dire comment on va être capable, je vais vous donner une toute petite notion, parce que très souvent et de plus en plus, on entend parler de biomécanique dans des blogs, etc. Ce n'est pas toujours tellement bien expliqué qu'en biomécanique, il y a deux parties importantes. Il y a la cinématique, c'est-à-dire qu'on va observer comment différents segments vont se déplacer dans l'espace. Et on a la cinétique qui est en fin de compte comment les forces qui vont être appliquées en réaction au sol, par exemple, vont pouvoir engager des chaînes musculaires qui, elles, vont rentrer dans une gestuelle.
Donc là-dedans, on touche de suite à, en fin de compte, la compréhension de ce que chacun est capable de pouvoir effectuer avec son corps et bien sûr avec des adaptations qui ne sont pas, on n'est pas tous fait pareil, on n'est pas tous positionnés, faits d'une manière constituée au niveau de notre squelette d'une manière parfaite. On va avoir déjà la première chose, on va avoir énormément de gens qui vont venir au niveau du golf, même des joueurs de haut niveau, qui ont une posture qui au préalable est complètement désorganisée. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à la fatigue, vous n'allez pas vous redresser. Vous allez tendre à partir carrément vers l'avant de votre corps. Si vous partez vers l'avant de votre corps, vous avez toutes les chaînes qui sont les chaînes musculaires dorsales qui vont être recrutées pour tenir votre corps toute la journée avec le poids qui part vers l'avant, et les abdominaux, les quadriceps, les jambiers antérieurs, les tibialis, enfin, toutes ces chaînes qui sont positionnées sur l'avant du corps, qui, elles, sont somme toute pas sollicitées et qui vont avoir un rôle hyper important dans la gestion du golf, dans la mise en tension musculaire du golf. Parce que le golf, qu'est-ce que c'est? C'est un sport d'appui, c'est un sport où on va devoir, au début du swing, on va devoir emmagasiner de l'énergie qui, à la descente, va devoir être relâchée via le club et la tête de club dans la balle. Donc là-dedans, on a une action énergétique qui intervient. Et notre rôle, et Gérard Saillant aussi a parlé du diabète, ça fait à peu près une dizaine d'années au niveau de l'European Tour. Et comme vous savez, moi, je suis en charge de tout ce qui est le département de performance pour le PGA European Tour. Et on a une mission et on intervient sur beaucoup de séminaires par rapport au diabète. Le diabète, il s'avère que c'est une problématique qu'on va retrouver dans énormément de resorts de golf. Beaucoup de gens souffrent du diabète. Et s'il y a 3 éléments qui sont vraiment importants, je ne suis pas médecin, mais avec les médecins avec lesquels on travaille aussi sur le tour, on a bien compris que les 3 éléments importants étaient le stress, le manque d'hygiène et le manque de travail physique. Donc là-dedans, vous avez 3 éléments, effectivement, que le golf peut pouvoir, en fin de compte, maîtriser et on a vraiment un rôle très important au niveau du golf de pouvoir expliquer et en termes de prévention, prévenir qu'il y a une manière de vivre, une manière d'être qui peut être facilement abordée au niveau du golf avant de devenir des athlètes de haut niveau. Alors certes, les athlètes de haut niveau, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont toutes les équipes médicales, ils ont tous leurs biomécaniciens et eux qui sont derrière, et on va en parler par la suite, qui sont capables de gérer leur, comment ça s'appelle, leur planning et de pouvoir gérer en fin de compte un état dans lequel ils vont pouvoir théoriquement durer dans la longueur. Pour faire court, on a eu des anciens athlètes comme Jan Ousnam, comme Peter Fowler, comme Nick Price, qui ont touché des problématiques en fin de compte qui étaient plutôt quelque part métaboliques. Et on a vu qu'avant de régler leurs problèmes de swing, en l'occurrence pour Jan Ousnam, il voulait rentrer dans le Hall of Fame et il fallait qu'il rejoue bien. Il en avait marre de planter 90 au Masters. Avant toute chose, avant de repartir sur sa gestuelle, on est parti sur retrouver un état physique qui lui permettrait après de pouvoir entrer dans la maîtrise de la compétition. Donc, ceci mis à part, il y a un fond qui est primordial et je pense effectivement aussi que dans tous les resorts de golf, ça serait bien que tous les directeurs de golf puissent se rapprocher d'experts comme Gérard Saillant et autres pour pouvoir avoir des discours qui permettent à leurs membres, qui permettent à leurs équipes de pouvoir comprendre en fin de compte l'approche, on va dire, pluridisciplinaire et importante de la prévention avant de rentrer dans la performance. Ça, c'est une chose à part. On a sur Terre Blanche, avec Jean-Marie Cassella, on a quelques chirurgiens comme le docteur Emery et autres qui interviennent et qui font énormément de bien à toutes les personnes avec lesquelles il communique. En termes purement
donc la biomécanique, comme je l'ai expliqué, on a deux parties, la cinématique et la cinétique, qui va comprendre comment les chaînes musculaires engagées dans le swing de golf vont pouvoir, en fin de compte, maîtriser un geste qui, d'un point de vue, et Gérard Saillant l'a très bien exprimé, qui, d'un point de vue stratégique, vont pouvoir être facilement répétitifs sur le parcours. Alors, là-dedans, on touche vraiment le point crucial de la biomécanique appliquée. En biomécanique, on a deux actions. On a la biomécanique fondamentale. J'interviens toujours à l'Université d'Aix-Marseille dans mon département d'ingénierie du sport pour faire de la recherche en biomécanique. On essaie toujours de comprendre, de faire des modèles qui permettent de reproduire le corps, de pouvoir voir quelles sont les actions de matériel sur le corps et en utilisant certaines directions, que ce soit des directions d'optimisation de la performance, c'est-à-dire de relâchement des chaînes musculaires, de renforcement des chaînes musculaires, de proprioception, quel va être l'effet sur le corps. Ça, c'est purement la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, elle n'a rien à voir avec on va utiliser la recherche fondamentale pour appliquer les fondamentaux de la biomécanique à la compréhension d'un geste de golf et à pouvoir, en fait, travailler avec des coachs, travailler avec des médecins, travailler avec des préparateurs physiques et des préparateurs mentaux pour pouvoir trouver la voie qui va correspondre le mieux aux joueurs. Depuis 2008, Pascal Grisot et toute son équipe ont confié les différentes équipes de France ici à Terre Blanche. Et en fin de compte, tous les staffs ont tous assimilé en fin de compte la pluridisciplinarité pour pouvoir comprendre en fin de compte quelles vont être les signatures spécifiques qui vont être développées sur certains joueurs. Parce que comme le disait tout à l'heure Gérard Saillant, un mauvais geste va créer des problématiques. Quand on parle effectivement, sans rebondir en passant des heures sur DeChambeau, c'est clair que DeChambeau, c'est quelqu'un qui veut utiliser au maximum les règles du golf. À mon avis, il a dû quand même dépasser ces directions parce que pour travailler beaucoup avec les joueurs de rugby, je sais les limites que l'on a et je sais qu'arriver aussi vite à cette puissance-là, moi, je ne sais pas faire. Hein. Je ne sais pas faire. Donc là-dedans, il y a des interrogations. Après, comme tous ces grands joueurs, ils vont chercher le maximum disons, pour atteindre en fin de compte leurs objectifs. Et c'est là où il leur faut des gens autour qui puissent en fin de compte les faire réfléchir sur ses limites. Alors pour revenir sur ce qu'il a fait par exemple à Bale, quand il prend le bunker qui est quasiment en main sur le par 5, dans les années 2000, Hank Queenie l'avait déjà fait. Simplement, Hank Queenie, il a dû arrêter son activité pendant un petit moment parce qu'il avait des excès de testostérone et autres à l'époque où il y avait il y avait des contrôles antidoping, ce qui, à mon avis, en Europe, on les a, aux États-Unis, je ne pense pas qu'ils les ont. Donc là-dessus, encore une fois, c'est toujours important d'aller toucher les limites. Comme l'a dit Gérard Saillant, si vous développez, après, vu ce qu'il mange pour prendre tout son poids, on a parlé tout à l'heure du diabète, et des diabètes de type 2, il y a des problèmes métaboliques. Il se peut qu'il ait effectivement quelques soucis là-dessus, et il se peut qu'il ait aussi quelques soucis. On ne sait pas du tout ce qui se passe au niveau de ses os, parce que les tendons, quand ils vont tracter avec la puissance musculaire qui va développer, peut-être que dans certaines années, il va y avoir des problèmes au niveau du périostéote. Hein. Au jeu d'Atlanta, quand il y a eu cette super piste pour taper tous les records, il y a eu, on sait, beaucoup d'athlètes qui ont été blessés parce qu'en fin de compte, ils prenaient certains produits pour pouvoir résister aux inflammations qui avaient été dues à cette piste d'athlétisme. Donc, simplement pour dire qu'effectivement, il y a besoin d'avoir donc un suivi. Je pense qu'au niveau français, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre éthique. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais dans des directions qui permettent, en fin de compte, de porter atteinte à la structure propre du corps de chacun. Et encore une fois,
on peut faire dans le golf, on peut regarder Lee Westwood. Lee Westwood, il a quand même challengé à son âge DeChambeau sur un parcours qui vraiment convenait à DeChambeau. Donc, la préparation physique, oui. Une préparation physique adaptée à la compréhension de ce que chaque corps est capable de donner, oui. Après, il y a des limites. Alors, pour vous donner aussi quelque chose qui est important, dans les années 98, vous allez dire ça fait un petit moment, mais le tour européen avec lequel je travaille, on a créé un département qui s'appelle le European Tour Performance Institute, qui est un département à l'époque pour optimiser la performance de nos équipes de Ryder Cup pour affronter les États-Unis. Et dans ce département, on a fait des études scientifiques qui sont restées jusqu'à l'année dernière. On n'a pas communiqué dessus parce que c'était notre savoir-faire qui était intégré. Et on a pu définir qu'il y a en fin de compte deux grandes signatures pour les golfeurs, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions physiques. Pour faire court, on a une signature qui va privilégier une trajectoire qui est le push et une signature qui va privilégier une trajectoire qui est le pull. En gros, les joueurs qui sont capables d'avoir cette signature de push qui est détectée sur des plateformes de force et des systèmes d'analyse cinématique que l'on a, vont pouvoir en fin de compte arriver à résister juste avant l'impact au niveau de leurs membres inférieurs pour pouvoir propulser les mains et la tête de club. Les autres vont avoir une capacité à pouvoir tourner avec puissance au niveau de l'impact sans avoir justement cette propulsion. C'est-à-dire quelque part, les pushers vont avoir le release dans une propulsion des mains, les autres vont avoir le release dans la rotation du corps à la traversée. Donc là-dedans, on va avoir deux actions qui vont être complètement différentes à développer chez les uns et les autres. Après, vient le côté stratégique, c'est-à-dire que tous les coachs avec lesquels je travaille savent en fin de compte que c'est une chose de pouvoir expliquer aux joueurs que ça serait beaucoup plus facile pour lui de répéter une trajectoire plutôt que de l'autre, mais peut-être le joueur peut préférer l'autre trajectoire. Donc, c'est important à ce moment-là d'expliquer la limite. De toute façon, ils vont avoir besoin de faire les deux trajectoires globalement. Quand on regarde Dustin Johnson au Masters, il a su faire de magnifiques push draw quand il le fallait, alors que sa trajectoire est le pull fade. Idem Patrick Reed avec lequel je travaille depuis maintenant 6 mois, où on travaille justement sur des trajectoires en fade qui étaient sa problématique. Donc là-dessus, va y avoir des signatures corporelles. Ces signatures corporelles vont pouvoir en fin de compte définir une capacité de travail physique qui va être adaptée au désir du joueur et à la compréhension de ce que le coach va pouvoir suivre dans cette direction. Je dirais qu'actuellement, dans la plupart des resorts, on trouve très rarement une équipe qui est attachée. Alors bien sûr, les coachs de golf font énormément de formation, ils travaillent énormément pour pouvoir comprendre tout ce qui est l'analyse cinématique, la gestion de la cinétique et autres, mais quelque part, ils auraient besoin de se rapprocher de staff médical, de staff de kiné, d'ostéo, qui seraient capables en fin de compte de pouvoir régulièrement leur donner des directions pour pouvoir offrir un service qui n'y est pas tout le temps là dans les différents resorts. Le côté biomécanique, l'application de la biomécanique dans la compréhension du geste, par exemple en Angleterre, dans des centres comme Stoke Park, comme ces gros centres, c'est totalement intégré. Ils font à la fois du tennis, ils font à la fois des sports qui sont des sports athlétiques ou du golf. Et en fin de compte, il y a une mixité entre ce qu'on peut faire avec le golf et ce qu'on peut faire purement en interne au niveau du golf. Pour ceux qui ont eu la possibilité de venir rencontrer Jean-Marie Cassella ici, j'ai mis sur le practice une salle de gym pour pouvoir faire en sorte que la plupart des joueurs puissent aller du practice
au parcours, à la salle de gym d'une manière la plus efficace possible. Parce que c'est une capacité, si vous avez un centre de rugby ou si vous avez des sports, même au niveau du ski, on sait se préparer et en pouvant aller sur la piste. Donc là-dedans, je dirais qu'en 2021, on devrait pouvoir comprendre que le golf est vraiment en adéquation avec la préparation physique. Qu'il ne faut pas obligatoirement des PhD en préparation physique pour pouvoir vous donner des directions sur quelles sont les directions dans lesquelles aller. Il y a la possibilité, aussi bien au niveau de nous, du Tour européen, qu'il y a pas mal d'organismes qui sont capables, en fin de compte, de vous donner ces grandes clés. Et quelque part, pour les membres, c'est toujours quelque chose d'hyper important de savoir qu'ils peuvent avoir une réponse qui est, je dirais, golf-oriented, qui est vraiment orientée sur le golf, pour pouvoir, parce que beaucoup de joueurs se posent des questions sur le golf. Pourquoi j'arrive à être performant en tennis? Pourquoi j'arrive pas à être au niveau du golf? Et là-dedans, il n'y a toujours pas, je dirais, une relation directe entre la compréhension de ce que mon corps est capable de faire et de ce que je peux faire au niveau du swing de golf. Pour terminer sur le haut niveau. Le haut niveau actuellement, que ce soit au niveau des filles, de haut niveau, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des seniors qui jouent de plus en plus, qui réélèvent leur niveau. Et quand on voit maintenant ce que font des joueurs à 65 ans et qui ils viennent quand même titiller toujours les joueurs sur le PGA Tour, il y a vraiment une compréhension de la facilité avec laquelle on peut reproduire un geste. C'est-à-dire que le golf de haut niveau, c'est quelque chose qui recherche au maximum la simplicité d'exécution du geste. C'est-à-dire que, par contre, une fois qu'on connaît les fondamentaux de son geste, ce qui se passe, l'optimisation, elle vient en évitant de changer de direction. Plus on est proprioceptivement et d'un point de vue coordination en adéquation avec ce que son corps est capable de faire, plus on peut le répéter le temps. Ça n'empêchera de toujours avoir des grandes questions. Pourquoi Tiger a changé de direction? Pourquoi Martin Kaymer a changé de direction en voulant affronter le Master? C'est-à-dire qu'il y a toujours à très haut niveau ce désir de vouloir en faire encore un petit peu plus, même quand ils sont au top. C'est là, encore une fois, où au plus on a des personnes qui peuvent les protéger, au mieux un athlète peut continuer son maintien sur le niveau, parce que vraiment pour rester dans le top 30 mondial, mais il faut vraiment être à très très haut niveau. Je vois que j'arrive donc à la fin de mon temps et c'est un plaisir d'être avec vous tous et avec Gérard Saillant pour cette heure de séminaire sur le golf en tant que médicament. Et oui, c'est vraiment pour moi, je pense à médicament. Et puis, regardez le nombre d'athlètes de haut niveau qui arrêtent leur sport respectif et qui continuent à jouer au golf. C'est-à-dire que là-dedans, on a un moyen de pouvoir, d'un point de vue social, continuer à partager des bons moments de compétition, avoir le plaisir de se préparer à ces moments et de pouvoir travailler du mieux possible en toute honnêteté. Et je pense que c'est ça le fond du golf et c'est ce qui me permettra, j'espère, encore de longues années de pouvoir en profiter et de partager avec vous tous. Bien, merci beaucoup Jean-Jacques Rivet et Gérard Saillant. Donc, ces interventions plus qu'intéressantes. Je ne sais pas si nos collègues ont quelques questions. Moi, j'avais une question. Comme vous l'avez dit très bien, aujourd'hui, le haut niveau, nous avons dans nos écoles de golf des enfants de plus en plus jeunes. Je prends, moi, mon expérience du golf de la Boulie. Il y a 10 ans, l'école de golf commençait à 9 ans. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 5-6 ans. On se rend compte que certains ne font que du golf. J'ai bien noté effectivement l'importance de la préparation physique. Est-ce que selon vous, il y a des activités physiques à proscrire
en dehors du golf. Alors, je ne vais peut-être pas parler pour des enfants si petits, mais pour des ados, par exemple, des ados de 14-15 ans qui souhaitent faire du golf à haut niveau. Non, je ne sais pas, Jean-Jacques va sûrement répondre, mais moi je crois que la monoculture à cet âge-là est extrêmement dangereuse. Et on a connu tous des champions de tennis et même de golf d'Orange Bowl. On a tous connu des champions du monde junior, moins de U15, etc., qui n'ont jamais ensuite percé à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que quand ils ont une bonne technique, eh bien, ils font que de la technique, que de la technique, que de la technique. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une préparation physique à côté et puis un certain exutoire. Et je crois que même s'ils sont très bons, il faut qu'ils fassent un deuxième sport, et tout au moins pendant un certain temps. Et qu'il faut qu'il y ait un sport individuel, il faut qu'il y ait un sport collectif qui se frotte aux autres, qui reçoivent des beignes, etc., etc. Il faut qu'il y ait un sport un peu physique, il faut qu'il y ait un sport un peu plus technique. Et donc, ce n'est qu'ensuite qu'il pourra s'hyper-spécialiser. Mais l'hyper-spécialisation très, très jeune, c'est sûrement une mauvaise chose. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques. Je pense qu'il serait indispensable, je peux dire obligatoire, que dans chaque resort de golf, dans chaque club de golf, il y ait une salle, sinon de gymnastique, sinon d'activité physique, où il y ait les possibilités de la faire. Et ça, c'est un élément. Alors, bien entendu, beaucoup de gens arrivent 10 minutes avant le départ, jouent et puis repartent, etc. Mais je pense que ce serait une bonne façon de faire comprendre le rôle de cette activité physique, indépendamment de ses aspects techniques et biomécaniques. Oui, je rebondirai exactement sur la même chose que Gérard Saillant, c'est-à-dire que surtout dans les âges de 5-6 ans, nous avons aussi des jeunes joueurs qui attaquent, qui commencent à cet âge-là. Et toujours ce que je recommande, c'est, ou demande du moins ce que je demande, qu'est-ce que vous faites comme autre activité? S'il y avait une activité, je dirais, alors c'est pas toujours facile, mais une activité qui est privilégiée pour moi, c'est la natation. La natation, c'est un sport de coordination, c'est un sport de dissociation, c'est un sport qui va pouvoir permettre à l'enfant de gérer des chaînes musculaires qui ne sont pas toujours développées donc à cet âge-là. Donc, mais après, tout le reste, effectivement, de pouvoir avoir une activité avec d'autres enfants, une activité de jeu ludique. Et de toute façon, quand on attaque à 5-6 ans, très souvent, on les fait nous taper avec des balles, avec des clubs qui sont en plastique, voire des battes de baseball, des raquettes de tennis en plastique et autres, pour leur faire acquérir des fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est des fondamentaux du lancer, c'est des fondamentaux de la reprise d'appui, c'est des fondamentaux de pouvoir se coordonner en soufflant dans un geste. Et quelque part, on ne parle pas tellement de golf, on va parler de lancer. Après, on va obligatoirement voir très très vite des jeunes qui après 3-4 ans se retrouvent à avoir des gestuels, à avoir des pratiques qui interpellent même les adultes. Mais il faut voir qu'en fin de compte, il y a la progression, il ne faut pas qu'elle soit orientée. Il ne faut pas oublier que si vous avez 6-7 ans, vos enfants ont 6-7 ans, vous allez avoir envie quand même de leur faire un sport qui ne va pas être asymétrique. Le golf, c'est quand même un sport très asymétrique. Et là-dessus, chez les enfants, pareil, on leur apprend à taper aussi bien en gaucher, en droitier. Donc, de toute façon, des fois, systématiquement, quand ils attaquent avec un grip inversé, entre guillemets, par rapport à la phase de frappe. Et je dirais, c'est plus il faut avoir énormément d'activité physique. Et le problème que l'on a et qu'on a eu dans le passé, c'est d'avoir justement des joueurs de golf qui n'avaient fait rien d'autre que du golf. Et quand on tombe là-dessus, il y a des choses, franchement, qui sont bluffantes. On se dit, c'est pas possible qu'on n'a pas de capacité de coordination en redressement et autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est impératif. C'est de développer, ouvrir aux enfants de membres la capacité de venir s'amuser au niveau du golf, mais pas les brancher directement avec des règles strictes techniques. Non, tout à fait d'accord. Ne recommençons pas les drames
physiques, psychiques et sociaux qu'on a connus dans 2 sports où il faut être très jeune pour exploser vite, pour arriver au haut niveau. C'est la gymnastique et le patinage artistique. C'est vraiment expérimental et il ne faut pas retourner dans ces travers qu'il y a eu il y a quelques années concernant ces 2 sports. Bien. Nous avons une question d'un collègue qui se demande où peut-on trouver des planches d'exercice de musculation posturale? Il y en a beaucoup. Ce que je vous propose, c'est envoyez-moi un email en interne et je vous ferai passer des documents. Des Parfait. Documents pour les retrouver. Parfait. Après là-dessus, je pense que Gérard aussi pourrait répondre, hein, parce que là, tout à l'heure, il a mentionné quelque chose qui pour moi est très important et qui est la base de ce qu'on fait depuis quasiment 20 ans et que je ne vois pas très souvent dans la préparation physique au niveau du golf, c'est de travailler tout ce qui est les muscles profonds et les muscles abdominaux. C'est-à-dire que là-dedans, le plancher abdominopelvien est la grosse problématique du golfeur. Et actuellement, on a toujours, même si les gros problèmes, je suis d'accord, arrivent toujours encore au niveau du coude, des épaules et du poignet, mais on a énormément de problèmes de lombalgie qui, sans parler de problématiques de swing de golf, sont dus au fait que les gens ne savent pas agir, ne savent pas contracter certaines chaînes musculaires qui vont en fin de compte gainer, si je peux exprimer le terme, disons engager ce tesson abdominopelvien pour faire en sorte qu'on puisse en fin de compte agir d'une manière optimale avec les forces au niveau des appuis. Et nous, ce qu'on fait avec tous nos systèmes d'analyse cinématique, ce qui est toujours très difficile de transmettre, c'est de pouvoir déjà de voir comment la posture va pouvoir engager certaines chaînes musculaires et si ces chaînes musculaires fonctionnent. Et si elles ne fonctionnent pas, ben justement, il y a des exercices de posture et autres. Et peut-être Gérard aussi pourrait vous en donner aussi encore plus que moi, parce que c'est la clé au niveau du rachis. Hein, vous parliez des pilotes automobiles, hein, pour avoir eu les Schlesser et tout le team KTM et autres dedans. Je connais l'importance de la gestion abdominopelvienne dans ces sports-là et qui a beaucoup de similarités avec le golf. Très bien. On avait une question de Jean-Marie Casella qui nous demandait, alors nos pro-enseignants sont très concernés par les sujets évoqués, mais sont-ils suffisamment sensibilisés et formés? C'est pas à nous de répondre. Je dirais, bon, à Terre Blanche, comme tu le sais, Jean-Marie, on a depuis longtemps cette formation continue et tous les pros viennent systématiquement assister aux directions qui sont entamées avec nos joueurs. Après, au niveau de la formation, le Tour européen, donc avec le Tour européen, je participe à la formation des coachs en Corée, à la formation donc des coachs en Allemagne, à tout ce qui est les Émirats, aussi interviennent là-dessus. Pour l'instant, on a des formations internes, mais c'est vrai, peut-être pas encore beaucoup en France. Mais bon, des fois, on est toujours des fois, on agit des fois plus à l'extérieur de son pays que dans son pays. Merci. Alors, on a également une question de Laurent Heut. Un grip inversé est-il nécessairement limitant pour atteindre le très haut niveau? Avez-vous des exemples? Déjà, comme je vous disais, les enfants, quand ils démarrent en grip inversé. Je me rappelle Victor Pérez qui a dû jouer pendant quelques mois en grip inversé au chipping parce qu'il avait, sans rentrer dans les détails, il avait des choses à régler au niveau, on va pas dire de hips, mais il y avait un mauvais contrôle dans le putting. On connaît beaucoup de joueurs qui changent bien sûr de grip. Je sais, mais je me rappellerai plus des noms. Je sais qu'aux États-Unis, on a eu quelques joueurs qui ont joué avec des grips inversés sur certains coups.
La clé, en fin de compte, dans le swing de golf, elle est que pour un droitier, le release, il se fait dans la main droite. On peut se poser la question quand on a des joueurs qui n'ont pas qui ont la main dominante qui est la gauche, de se retrouver avec une main qui stabilise. Bon, Jack Nicklaus disait que c'était la main gauche qui devait réaliser. Maintenant, les choses sont venues. Il y a des experts au niveau du coaching qui vont dans différentes directions. Si on parle purement d'un point de vue biomécanique, la main qui est la plus proche de la tête de club est celle qui va réaliser est la main droite. Donc, je dirais que si on est gaucher, si on a des problématiques on peut avoir des problématiques physiologiques qui peuvent permettre de changer. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui se voit. Sauf mais pas au niveau. Mais j'ai par contre des joueurs qui pour des problèmes de poignet voulaient continuer à jouer et sont passés en gaucher pour pouvoir réaliser avec notre main. Quel conseil donneriez-vous donc aux jeunes au niveau de la nutrition et de la récupération? On voit très bien aujourd'hui, les ados sont pas forcément dans la bonne ligne de conduite. Et on sait très bien qu'au niveau du golf, quand on arrive au trou numéro 13-14, on peut avoir des petits problèmes dus justement au fait qu'on ne s'est pas assez bien hydraté, etc. Quel est votre point de vue sur cet aspect? Je vais laisser parler simplement Gérard. Je donne simplement une chose, ce qu'on a conçu depuis au niveau du Tour européen, ce qu'on conseille à chaque fois, c'est de manger régulièrement, pas grignoter, manger régulièrement pour pouvoir avoir de savoir les apports énergétiques que vous avez besoin, de pouvoir les tester au préalable dans vos entraînements, c'est-à-dire de voir quel va être l'effet de manger à telle heure et combien de temps vous allez pouvoir garder ça. Au niveau de l'hydratation, quand on était donc avec Nestlé, on a fait beaucoup d'études et qui montraient que c'était vraiment impératif, là par contre, de boire régulièrement. Et après, pour la récupération, c'est de savoir dormir. Et comme dit Gérard, avec l'utilisation des téléphones, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Je laisse Gérard en parler. Non, mais honnêtement, c'est pas ma spécialité. Et deux, tu as répondu à tout ça, donc il n'y a pas de gros problème. Et la nutrition, je ne connais pas trop. Et je suis pas certain que chez l'enfant, il faille le médicaliser, entre guillemets, sur cet aspect de nutrition, à condition qu'il ne bouffe pas du McDo toute la journée, etc. Mais c'est vrai que l'élément essentiel, c'est quand même l'hydratation. Et ça, on sait bien que la soif est un élément qui est beaucoup trop tardif pour l'hydratation et qu'il faut savoir anticiper l'hydratation et que l'éducation que je donnerais surtout, c'est d'arriver à boire très régulièrement, même si l'on n'a pas soif, même s'il ne fait pas très chaud, etc. etc. Et on s'en rend compte quand à la fin d'une compétition ou autre, quand ils ont à pisser, la plupart du temps, ils ne pissent pas du tout ou très très peu parce qu'ils sont en déshydratation inconsciente. Et donc ça, c'est un problème qui est assez important, dans la mesure où ce n'est pas un sport qui est effectivement d'endurance, mais sur un certain nombre d'heures, et que l'on consomme de l'énergie, on consomme de l'eau. L'alimentation, je ne vous en parlerai pas, mais je pense que chez un enfant, il faut rester naturel et logique avec un peu de tout et sans forcer sur telle ou telle chose. Mais je ne suis pas compétent. Alors, on a une question de Jean Doyer. Alors, comment se positionnent les mutuelles avec les pratiquants de golf? Peut-on envisager des réductions de cotisation de prévoyance ou une participation aux frais de cotisation ou autres pour les adhésions au club ou une prise en charge du sport sur ordonnance? Alors là, je fais mieux le sport sur ordonnance, je répète, ce n'est actuellement un grand mot, mais ce n'est pas du tout remboursé. Par contre, un certain nombre de mutuelles sont de plus en plus intéressées par ce problème, parce que mieux vous serez en bonne santé, moins ça leur coûtera cher. Et il y a beaucoup de sociétés, vous prenez, je dis n'importe quoi, IBM, vous prenez une société qui passe un contrat avec l'ensemble de ses adhérents en disant vous avez soit tant d'argent à consacrer
au sport santé, ou bien, et donc vous le justifiez en vous inscrivant dans un club, vous le justifiez en faisant une activité physique. Et ça, de plus en plus, de même que vous avez des sociétés et avec des mutuelles qui passent des contrats pour avoir un check-up, pour avoir un bilan, afin d'être certain que tout le monde est en bonne santé. Mais ça, à mon avis, ça va évoluer beaucoup plus, comme vous le disiez, comme le disait l'interlocuteur, par les mutuelles que par le ministère, qui, bien entendu, quand vous faites de la prévention, ça coûte cher, ça fait des économies pour plus tard, mais c'est votre successeur qui en tire les bénéfices dans 10 ans ou dans 20 ans, donc ça vous intéresse moins. Je suis un peu méchant en disant ça, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Par contre, les mutuelles, c'est pour un très court terme et elles voient très très vite leur intérêt. Et donc, je pense que les mutuelles, de plus en plus, vont participer à ce genre de choses avec un chèque santé, avec un chèque sport, à condition que vous le justifiez d'une façon ou d'une autre. Très bien. Très bien. A-t-on d'autres questions, Aurélie? Je ne pense pas pour le moment. Bien, écoutez, messieurs, on va vous remercier pour la qualité de vos interventions. Vous nous avez éclairé sur bon nombre de points. Je sais que vous êtes golfeurs tous les deux, donc vous êtes les bienvenus pour venir mettre en pratique donc votre sport préféré. Je tiens à remercier Aurélie également, présente donc avec moi pour animer ce webinaire. Écoutez, merci en tous les cas pour toute la qualité de ces interventions et j'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir et de faire appel à vous pour d'autres points sur sport santé, peut-être dans un prochain webinaire sur des aspects très spécifiques. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Merci pour au nom du comité de la DGF, merci à vous pour vos interventions et à très bientôt, j'espère. Merci et vous êtes les bienvenus, Gérard inclus, à Terre Blanche pour voilà. Entendu. Pour aller plus loin. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. messieurs. Merci, au revoir. Au revoir.